Merci beaucoup et Merci. à toi la parole. Merci beaucoup. Donc, moi, effectivement, l'information trouvée commence à dater un petit peu. Ça doit être 2017. Moi, je suis chercheur à l'ENA, donc les archives audiovisuelles. Je suis chercheur en informatique. Et le gros du travail que je peux mener concerne l'étude des médias et des études et des modélisations statistiques pour expliquer un certain nombre de comportements, un certain nombre de phénomènes qu'on peut observer dans l'écosystème médiatique. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter. Est-ce que vous voyez les slides? C'est bon? C'est parfait. Ok. C'est parfait. Deux travaux sur le monde audiovisuel français et la notion de biais politique ou de à quel point est-ce qu'il peut y avoir une certaine coloration politique des différentes chaînes de télé et radio. Vous savez qu'en France, les médias audiovisuels sont régulés. Contrairement à la presse, la notion de pluralisme du débat démocratique, de pluralisme d'expression des opinions est encadrée dans le mode audiovisuel, puisqu'on estime que il y avait un nombre restreint de chaînes et de fréquences TNT, enfin RTN avant, TNT, de chaînes radio, on impose à ces médias audiovisuels d'assumer sur leurs antennes un pluralisme politique. Et ce pluralisme-là, vous en connaissez pour la plupart le fonctionnement, notamment en période électorale, où on impose une diversité des opinions qui peuvent s'exprimer via ces canaux. Les deux études dont je vais vous parler, donc, s'intéressent à ce paysage audiovisuel et avec deux approches différentes on essaye de voir la façon dont effectivement des questions, des opinions politiques peuvent s'exprimer et ce qui va être intéressant, c'est de regarder la façon dont les médias traitent différemment ces sujets-là. Alors la première étude, donc ce sont des travaux qui sont menés, c'est les travaux de Moritz Engel, qui est un doctorant qui vient juste de soutenir et que j'ai co-encadré avec Julia Cagé. Et sur ces travaux, une troisième économiste, Camille Urvois, s'est jointe à nous. On va essayer de regarder la façon dont le biais politique peut s'exprimer en observant uniquement les personnes qui sont invitées à s'exprimer dans les médias. Donc, vous avez le titre de la publication en anglais, vous pourrez la retrouver pour ceux qui sont vraiment intéressés sur SSRN. Je vous mets les liens là, mais juste avec le Hosting Media Bias, vous retrouverez facilement la publication. Donc la question c'est en quoi est-ce que les animateurs, alors on dit animateurs, mais c'est principalement journalistes, mais on ne s'intéresse pas uniquement aux émissions de news, en quoi est-ce que ces animateurs vont pouvoir avoir une influence sur qui est invité dans leurs émissions? Et donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a à l'INA ce qu'on appelle les notices documentaires qui documentent tout ce qui est diffusé à la télé, à la radio. Et donc on va avoir le nom des animateurs et le nom des invités. On va s'intéresser à en gros une quinzaine d'années et les informations, les news, les talk shows. Par contre, on regarde pas du tout ce qui concerne la fiction, les jeux, les sports. Donc a priori, les endroits où on parle de politique. Euh, donc on a constitué une assez grosse base de données. Et donc, sur une quinzaine de chaînes et radios, on va identifier tous ces intervenants qui interviennent soit en tant qu'animateurs ou journalistes d'un côté, et de l'autre côté, tous ceux qui interviennent à l'antenne en tant qu'invités. Et donc, ces invités sont répartis selon un certain nombre de catégories, mais globalement, il y a quand même beaucoup de politiques ou de journalistes eux-mêmes qui sont invités. Et là, et ce qu'on va essayer de faire avec ça, c'est de regarder ces invités, comment est-ce qu'on peut les classer politiquement. Donc, euh, pour tout le personnel politique, c'est relativement facile. Les hommes, les femmes politiques, on sait dans quel parti ou pour quel parti ils vont militer. Euh, et on va regrouper tous ces partis politiques selon six catégories, six grandes familles, gauche radicale, écolo, gauche, libéraux, droite et droite radicale. Euh, on est sur un travail scientifique. On essaye de faire en sorte
d'être le moins subjectif possible, d'avoir le plus d'objectivité. Et donc, on se réfère pour ça à une grande enquête internationale, Chapel Hill Expert Survey, qui, année après année, va positionner dans différents pays les partis politiques, justement, au sein de ces 6 familles. Et donc, on se réfère à leur classement pour décider de à quel endroit sur le spectre on va positionner les partis. Je vous épargne les débats sur savoir à quel endroit il faut positionner le PS en 2010, en 2015, en 2020, etc. On évite de rentrer dans ce type de débat en se référant aux travaux de ces experts. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va essayer de classer les invités politiques, les invités dans ces émissions, mais qui ne sont pas des politiques professionnels. Appelez ça des intellectuels engagés, appelez ça enfin, des personnes qui, en tout cas, à un moment donné, vont exprimer une préférence politique dans leurs opinions. Et donc la manière qu'on a de faire ça, donc ce que je vous disais, c'est que pour tous les invités qui sont des politiques, bah, c'est le fait de se présenter sous une étiquette politique à une élection, d'être élu parlementaire et donc d'être dans un groupe politique ou bien d'être membre d'un certain gouvernement. Ça, c'est relativement facile. Pour les personnalités qui, en revanche, n'ont pas d'affiliation politique officielle, on va se focaliser sur 3 types d'informations. Leur participation à des journées d'été de partis politiques, savoir si ils sont personnels, enfin ou dans les structures dirigeantes de différents think tanks qui eux-mêmes sont proches de partis politiques, ou s'ils contribuent régulièrement par des écrits à ces think tanks, et enfin s'ils ont signé des tribunes de soutien à des candidats à l'élection présidentielle. Et donc avec toutes ces informations-là, on va pouvoir placer sur un certain nombre de personnes, alors bien sûr pas toutes, loin de là, des étiquettes politiques. Et ces étiquettes peuvent bien évidemment varier au cours du temps, puisque bah, typiquement dans la période qu'on étudie, il y a l'apparition de En Marche, et donc qui a quand même pas mal fait bouger les lignes avec des personnes politiques qui ont rejoint En Marche, et donc il y a des déplacements sur le spectre politique. Donc en gros, on a 25% des apparitions qui sont des politiques et qu'on peut classer, et dans le reste des apparitions dans les médias qui ne sont pas des politiques professionnelles, on arrive à en classer politiquement 7%. Donc on peut avoir bien sûr des choses assez simples comme regarder l'évolution dans le temps du temps de parole et de ces apparitions politiques. Donc on va avoir l'alternance droite-gauche selon qui est au gouvernement. Si on exclut le gouvernement, parce que vous savez que vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais que dans les règles de temps de parole, feu le CSA, maintenant l'ARCOM, les règles qui sont fixées, c'est qu'il y a un tiers du temps de parole qui est pour le gouvernement. Donc quand on gomme ces effets-là, on a majoritairement droite et gauche qui prennent la parole et on voit l'apparition des libéraux, mais c'est vraiment en marche sur cette période. Ça, je reviens pas là-dessus, c'est quelque chose d'assez classique. Ce qu'on peut recommencer à regarder, c'est justement sur ces apparitions de personnalités qu'on a pu classer sur le spectre politique, les distinctions qu'on peut avoir selon les chaînes. Et donc là, effectivement, donc selon qu'on tient compte ou pas du gouvernement, on voit que les profils sont un peu différents. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement de réussir à expliquer ces différences. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas exactement la même distribution d'invités de gauche radicale, écolo, gauche, droite, etc., selon les chaînes. Et donc, pour pouvoir faire ça, donc c'est du travail d'économétrie, donc c'est de la modélisation. On prend toutes ces données, on va les mettre dans un modèle économétrique, et ce qu'on va regarder, ce qu'on cherche à observer, c'est est-ce que les différences sont dues à la chaîne ou enfin au média lui-même, et donc in fine potentiellement à son actionnaire, à la politique éditoriale d'une chaîne, ou est-ce que c'est dû aussi aux animateurs et aux journalistes? Quelle est la part, la marge de manœuvre qu'ont ces employés des médias pour eux-mêmes décider de qui ils invitent dans leur émission? Euh, pour faire ça, on va s'intéresser à ces fameux journalistes, animateurs qui travaillent soit une année donnée, soit sur la période pour des médias différents. Et le fait de pouvoir observer des journalistes au sein de différents médias va nous permettre de distinguer ce qui relève de leur libre arbitre ou de leur manière de faire leur travail de ce qui relève plutôt des médias. Et le constat, il est que sur ces périodes-là, en gros, 90%
de ce qui explique la décision éditoriale est lié à la chaîne. C'est donc le média qui, pour 90% du choix, intervient dans cette décision. On a un truc intermédiaire qui est que globalement, les journalistes vont plutôt avoir tendance à travailler pour des médias avec lesquels ils sont plutôt en accord avec la ligne éditoriale. Et donc, ce critère-là, qui est en gros à l'intersection de la chaîne et des préférences des journalistes, compte pour, selon les médias, entre 6 et 11%. Ce qui fait qu'à la fin, ce qui relève réellement uniquement de l'animateur est quasiment anecdotique dans le choix. Donc, on a ce premier résultat qui est de dire que globalement, les médias imposent très majoritairement la ligne éditoriale et donc le choix des personnes qui interviennent sur leurs antennes. Un deuxième point, on a fait un focus particulier puisque dans notre corpus, on a au milieu du corpus le rachat par Bolloré des chaînes du groupe Canal+. Et donc, on a regardé quel a été l'impact de ce rachat sur le travail des journalistes. Donc, ce qu'on voit dans le premier graphe, c'est est-ce que, en gros, les journalistes restent ou pas, sont encore présents sur l'antenne après le rachat. Donc, le rachat, c'est la cassure que vous voyez ici. Et globalement, la probabilité d'un journaliste d'être présent un an après, on voit qu'elle diminue, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de départs sur les chaînes de Bolloré, d'un certain nombre de personnels. Ce qui est plus inquiétant, enfin, on le sait, mais c'est quelque chose qui a été documenté. Le glissement de la ligne éditoriale vers la droite sur ces chaînes suite au rachat. Mais c'est ce qu'on observe ici. Donc, vous voyez ici 2014-2015. Et là, c'est la surreprésentation la droite radicale sur les chaînes du groupe. Et donc, ce que vous avez au milieu, ça correspond en gros à une représentation normale par rapport à ce que font tous les autres médias. Donc, on a une surreprésentation suite au rachat. Donc, c'est quelque chose qui a été observé, etc. Là, ça nous permet de le quantifier. Deuxième étude, donc ça, c'est des travaux que j'ai faits l'an dernier, qui sont également disponibles. Ceux-là n'ont pas encore été publiés. C'est l'idée de se dire, pendant la campagne présidentielle, donc ce qu'on observe, ça va être du temps de parole. Et moi, j'ai voulu regarder non pas dans ce temps de parole, parce que les règles du temps de parole, on sait, elles sont souvent critiquées, commentées, etc. Et les règles sont un peu particulières dans la manière que le législateur a choisi d'imposer des contraintes aux médias pour faire respecter le pluralisme d'opinion. Et donc typiquement un des points importants, c'est que tout ce qui est éditorialiste, c'est pas forcément, on n'en tient pas forcément compte. Et effectivement, avec l'arrivée de plus en plus de talk-shows, d'infotainment, de ce type d'émissions sur les chaînes, il y a tout un pan de la parole qui ne va pas être compté dans le temps d'antenne. Ça, je vais passer dessus. C'est ce que vous connaissez globalement. C'est ce qui est documenté chaque année. C'est donc temps de parole ou temps d'antenne qui sont du temps déclaré par les chaînes elles-mêmes. C'est de l'autodéclaration avec un contrôle de l'Arcom. Et donc, effectivement, selon les chaînes, le temps de parole politique, globalement, sur la période de la campagne présidentielle va avoir une forte variabilité selon les médias. Ils ne vont pas s'astreindre aux règles de la même manière. Ça conduit des fois certains médias, même en fin de campagne, à préférer inviter moins de politiques pour ne pas avoir potentiellement à se soumettre à ces règles. Et donc effectivement, les politiques critiquent ces règles parce qu'ils estiment qu'ils sont pas assez invités. Les médias critiquent ces règles parce qu'ils estiment que c'est une entrave trop forte à leur décision éditoriale. Bref, on a beaucoup de débats autour de ce temps de parole, temps d'antenne. Moi, ce que j'ai voulu regarder, c'est non pas qui parle, puisque c'est vraiment ça que mesure, qui est regardé par l'Arcom, mais c'est de qui on parle. Et donc, ne pas se soucier de savoir si ce sont des journalistes, des animateurs, des invités, mais simplement de quel candidat on est en train de parler à l'antenne.
de manière très simple, voire même simpliste. Je ne cherche pas à savoir si on en parle en positif, en négatif, mais juste de voir quels sont les noms des candidats qui sont cités sur les antennes. Donc pour ça, c'est relativement simple. On prend les noms des candidats, donc j'ai alors candidat plus candidat au primaire, et on va regarder, on va juste compter le nombre de fois que leur nom de famille est cité à l'antenne. Euh, je vais pas détailler ça, mais donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a les archives et on va transcrire, on va transformer en texte tout ce qui est prononcé à l'antenne. Et donc ça, c'est fait pour les chaînes d'infos continues, pour les JT du soir, pour les matinales radio et également pour trois émissions d'infotainment. Donc TPMP, quotidien, c'est à vous. À partir de là, on va regarder la proportion des candidats. Et on va dire qu'en gros, on regarde le nombre de fois qu'on cite des noms de candidats et on va regarder la proportion de chacun des candidats. Et là, on voit clairement apparaître des grosses différences selon les chaînes. Donc là, j'ai mis TF1, France 2, BFM et TPMP. Et on voit que, notamment à la période de l'automne, donc automne 2021, il y a des grosses disparités dans les proportions des noms des candidats qui sont cités. Et là-dessus, encore une fois, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on va avoir ces distinctions. Il y a un moment donné, ça relève d'une forme de cadrage éditorial, c'est-à-dire que dans la manière de mener les interviews, dans le choix des personnes qui interviennent, etc., on va avoir certains sujets et donc certains candidats dont on va plus discuter sur certaines antennes. Et pour essayer de comprendre ces choix-là, j'ai fait une modélisation qui est relativement simple, qui dit qu'en gros, si on parle d'un candidat, il y a deux raisons pour lesquelles on peut parler d'un candidat. C'est soit parce qu'il a une actualité particulière, et donc c'est légitime à un moment donné qu'un candidat ou une candidate fasse plus l'actualité, ou alors c'est parce que la chaîne, l'animateur, va souhaiter amener le débat sur spécifiquement cette personnalité. Et donc, une première manière de représenter ça, c'est de dire c'est quoi, on va essayer de gommer l'actualité d'un candidat pour ne garder, pour ne conserver que la composante qui est vraiment spécifique à la chaîne. Donc, ce qu'on voit sur ce graphe-là, c'est pour l'automne, un simple écart à la moyenne. C'est-à-dire que tout ce qui est en vert, ça veut dire que sur cette chaîne-là, on a en moyenne plus parlé, plus prononcé le nom de ce candidat que tous les autres médias. Et donc, ça nous donne une idée déjà de là où vous avez du vert, c'est on va surciter le nom de ce candidat par rapport à tous les autres médias. Vous voyez des blocs ici, TF1, enfin donc les JT du soir, où on va être beaucoup plus sur les candidats centraux et extrême droite. Vous allez voir que sur les chaînes d'infos continues et sur l'infotainment, vous voyez qu'ils sont plus surreprésentés. Si on met ça à la fin, encore une fois, dans un modèle statistique, on en revient à identifier ce fameux coefficient de surreprésentation d'un candidat pour un média. Je vais vous montrer simplement ceux de l'extrême droite, c'est ceux dont on parle ici. À la période de l'automne, vous voyez que pour Zemmour, il y a un très net décrochage de TPMP. Alors, on l'a su, ça a été documenté, on l'observe très clairement devant CNews, BFM, et puis au fur et à mesure, on descend dans les chaînes qui, globalement, ont une tendance à moins citer ce candidat. On va l'observer également pour Le Pen, mais dans une moindre mesure. Ce qui est important ici, c'est de regarder l'ampleur du phénomène en bas. Jusqu'à 40% d'écart expliqué par le média dans la manière dont on va citer Zemmour, c'est-à-dire indépendamment de son actualité. Et ça, ce grand écart-là entre les médias, enfin, ça illustre bien ce qui s'est passé avant la présidentielle avec des médias qui ont très fortement poussé la candidature d'Éric Zemmour. Enfin, ça, encore une fois, ça a été su, documenté. Et là, on l'observe très nettement de manière statistique. Bon, je vous passe
les autres candidats. On a également Mélenchon qui à l'automne, par exemple, sur TPMP, parce qu'il y a eu cette opposition et que Cyril Hanouna a fortement joué sur cette opposition entre les deux candidats. J'ai mis à la fin les candidats écolos avec bien sûr l'échelle est beaucoup moins forte parce que globalement on en a parlé beaucoup moins. Là encore une fois, si on commence à regarder l'ordre des médias, on n'est pas forcément très surpris de retrouver les chaînes d'infos en continu plutôt dans le bas de la distribution. Et c'est ce qu'on voyait sur les graphes précédents. Le problème avec ces études, c'est que on n'a pas de point de référence. Je suis incapable de vous dire quelle serait la juste représentation des candidats. Qu'est-ce qui serait raisonnable de dire, ouais, c'est normal qu'on prononce X fois le nom d'un candidat. On n'est que sur des études qui peuvent être relatives. On est incapable et on n'a pas de moyen de fixer un objectif chiffré, de dire il faudrait tant de, tant de paroles ou il faudrait citer tant de fois le nom des candidats. Par contre, on peut clairement observer les différences à l'intérieur du spectre médiatique et donc éclairer des choix éditoriaux qui sont faits par les chaînes. Et ce qu'on a vu dans la première étude, c'est que très majoritairement, ces choix éditoriaux sont du fait de la chaîne plus que des journalistes. Et donc, derrière, ça pose des questions sur ce qu'a évoqué Claire tout à l'heure, les propositions qui sont faites par un certain nombre de professionnels sur effectivement l'encadrement de l'actionnariat de ces chaînes, sur le respect des règles de pluralisme. Est-ce que effectivement ces règles, il faudrait les revoir? Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire? Puisqu'on voit que clairement, actuellement, il y a une instrumentalisation de ces chaînes en faisant intervenir peut-être moins d'invités clairement étiquetés politiquement, mais beaucoup plus d'éditorialistes, de tous ces gens qui ont des ronds de serviette sur les plateaux des chaînes d'infos en continu, mais qu'on ne qualifie pas politiquement et qui donc sont pas forcément comptés dans les temps d'antenne. Et c'est donc une manière très claire de pouvoir biaiser et pouvoir mettre l'accent sur certaines idées politiques, certains candidats opérés par les médias.